Pour YouTube, on est reparti. Là, la session, elle va pas durer très longtemps. On va continuer le tuto. Donc là, dans l'idée, on veut faire évoluer notre entité et nos composants pour qu'en fait, ils se fassent mettre à jour par la loupe. Ce serait l'idée. Donc, pour faire ça, on veut mettre une méthode update sur l'entité, sur la classe entité, la classe abstraite, et sur l'interface. Et donc la game loop, elle va faire appel à cette méthode à chaque itération et notifier les éléments. Ouais, et donc dans ce cas-là, ce qui est bien pour essayer de séparer l'aspect SRP, de ce que je comprends, de ce que le mec le juge comme étant une séparation des SRP, séparation des responsabilités. C'est qu'il veut créer une interface update spécifique. Donc en fait, il va mettre dans Utils. Dans Utils, il veut rajouter une interface de type update. Merde. Et donc là, export interface update. Et on veut que ça contienne la méthode update avec dedans un delta time en paramètre d'entrée. Ok, pourquoi pas. C'est ça qui me dérange avec son approche, c'est qu'il fait pas les tests d'abord. Ça aurait été intéressant qu'il fasse les tests d'abord pour vérifier le comportement et qu'après il fasse une implème. Un peu dommage. Et donc, dans l'idée, c'est qu'il veut fournir l'information, donc dans l'update, là, le delta time, il veut fournir l'information du temps entre les deux game loops. En fait, on a une game loop qui s'est fait avant, et quand la prochaine game loop a été atteinte, enfin, quand la prochaine itération démarre, on va fournir le temps entre les deux game loops. C'est un peu l'idée. Et donc, pour faire ça, il veut modifier la classe entité. Et il veut dire que la classe entité va implémenter l'interface. Pas l'interface, implémente update. Donc c'est l'interface. Donc là, ça gueule, et il faut juste dire à entité d'implémenter l'interface update. Là, ça gueule parce que... Oui, donc les espaces, les bordels. Voilà. Par contre, on va les mettre en public. Voilà. Et donc là... Ok, donc pour le moment, elle n'est pas implémentée. Et ce qu'on veut faire justement à l'intérieur, c'est qu'on veut... quand on a un update de l'entité, on veut updater l'ensemble des composants. Donc, pour chaque composant des composants, on va vouloir faire un component update, justement, avec le delta time. Et donc là, le problème, par contre, ouais, il fallait aussi que je modifie dans le composant. Au niveau du component, il faut aussi que je mette un extend. Update, justement.
Et donc là, au niveau de l'entité, maintenant on a update qui apparaît. Ça c'est cool. Ce qui fait que nos tests vont devoir évoluer, mais ça on s'en occupera plus tard. Donc ça c'est cool. Et donc là on décide d'enclencher la mise à jour Ça va forcer la mise à jour des composants en fournissant le temps de différence entre les deux game loops. Ce qui permet de synchroniser le temps. En fait. Si on a quelque chose qui va très vite au niveau... Si on a une logique qui se calcule très très vite entre deux game loops, si on a un PC puissant, grosso modo, ça va se mettre à jour très vite. Mais on dira toujours le temps qui s'est passé entre les deux game loops. Donc si on dit que la game loop va s'exécuter toutes les secondes, et ben au moins ça sera bien, quoi. Donc là il faut qu'on mette à jour nos classes, en fait. Donc on va lui demander d'implémenter les interfaces. Comme ça permet de régler les problèmes. Même si derrière, ça fait que dalle. Derrière, ça va faire que Pouic, on verra après. Puisque ça, ce sont des composants. On dit pas ce qu'on fait avec notre temps, notre delta time sur chaque composant. On verra après, justement. Ensuite, donc vu qu'on est, le gars il dit vu qu'on est au niveau des tests, autant rajouter. Ah ouais, c'est vrai, il met des spies. Putain, il met des spies. Il met des spies, putain. En plus, je maîtrise pas du tout ça. Donc, chai, spy. Some event. Alors, de ce que je vois, on peut faire un chai spy.
Ok. Donc là, il y a Chai Spy qui est utilisé. Et bah, il y a quoi là? Oh, c'est quoi cette histoire encore? Alors, comment il fait ça? C'est bien, on apprend des trucs. Ah donc ça serait ça en fait. Ça on a un... Tu vois, on n'a pas de... Ça serait ça. Là, il me dit on is not a function. C'est bizarre. Merde. Donc, est-ce que les Chai Spy, en fait, au final, c'est pas nécessaire? Chelou, normalement ça devrait fonctionner cette histoire.
Ouais. Alors j'ai l'impression qu'il nous dit... Ah oui, en fait, faut que je dise à Chai d'utiliser... Ok. Faut que je fasse un Chai use. Donc là, en fait, on lui fournit un middleware. Et là, on lui fournit on lui fournit un plugin et je lui dis d'utiliser les spies. Ok. Et là, normalement, il devrait aller mieux. Donc là, il y a des problèmes de méthode non implémentée. Ok. C'est parce que, oui, donc c'est au lieu de mettre un méthode non implémentée, je peux au moins lui mettre rien du tout. Ça, c'est l'implémentation par défaut. Et au moins, le void, il y a eu le void, elle a été appelée, en fait. Ok. Ok. On va y arriver. RTFM, comme d'hab. RTFM, je suis allé trop loin dans la doc, j'ai pas lu qu'il fallait spécifier. Oh là là, je vous partage pas l'écran. Mais quel bit. Voilà. Donc, j'ai implémenté la classe. J'ai implémenté update machin. Ça doit faire 18 minutes que je vous montre mon écran. Salut Ska, salut les 28. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Vous êtes trop forts. Salut à tous. On fait de la merde en barre, on fait du jeu vidéo. On est en train de suivre un tuto pour apprendre ECS. Salut à tous. Salut. Tu aimes le jeu vidéo? Moi aussi. Et en fait, je suis en train d'essayer de prendre du skill sur le design ECS. Donc ECS, c'est Entity Component System. C'est un pattern qui est vachement utilisé dans le monde du jeu vidéo. Pour éviter de faire de la merde. Et pour m'ouvrir les chakras sur comment je pourrais faire le jeu par la suite. Et donc on suit un tuto, et je veux faire ça avec TypeScript parce qu'on va faire un jeu web, on va faire un jeu qui va utiliser les canvas, les canvas au niveau du web et tout. On va pas commencer à partir dans Unity et tout le merdier. On va essayer de faire un truc web. Et notre jeu, alors, il va mettre du temps à se faire, mais notre jeu va être totalement pété du cul parce que notre business model du jeu, parce que le but c'est de gagner aussi un peu de pognon, en plus de kiffer, c'est que le jeu va être spécialisé pour faire de l'e-sport, en fait. Donc le jeu va être gratos pour s'entraîner. La moula est importante. Surtout si on veut faire du jeu longtemps, en fait. Le but c'est de faire du jeu longtemps. Le but c'est de gagner un tout petit peu de moula dans le monde du gaming pour pouvoir faire du jeu longtemps. Et faire d'autres projets également. À un moment, quand on va pas attendre de gagner des millions, à un moment on va s'arrêter, on va dire aux joueurs c'est bon, vous m'avez assez payé, ça suffit. Je peux vivre correctement et on peut faire plein de trucs. Et donc, le jeu que je prévois de faire, c'est on va commencer avec un tactical RPG parce que c'est ce qui me semble le plus simple à faire avec la gestion du tour par tour machin.
Et on va organiser des tournois de jeux au tour par tour. Joueurs en mode tournoi DBZ, ça va être pété. Et grosso modo, pour participer au tournoi, tu mets un petit fees, et puis à la fin, moi je te prends une commission, parce que je me suis fait chier à développer le jeu et tout le merdier, et pour avoir un peu de moula. Et le gagnant, lui, va remporter le cash prize. Ça sera un peu l'idée. Et donc pour ça, il faut avoir le système de tournoi qui soit en place, et en même temps, parce que j'ai pas envie de m'affilier avec les éditeurs de jeux en place et tout ça qui vont me casser les couilles avec leurs licences de jeux et compagnie, on va en même temps créer notre propre jeu. Et jeu potentiellement avec un X pour peut-être faire différents types de tournois avec des jeux différents pour attirer un max de monde. Dans une optique de tournoi orienté e-sport intermédiaire, parce que notre cible de joueurs, ce serait des joueurs de type je commence à faire de l'e-sport, j'ai envie de kiffer, j'aime faire des tournois, et si je peux gagner un peu d'argent avec ça, parce que je me sens bon, mais pas aussi bon au point d'en faire mon métier, de faire de l'e-sport professionnel avec des tournois à 50 patates, on va faire des tournois où, par exemple, on va faire des tournois à 1000 joueurs, avec une petite commission en entrée pour pouvoir participer au jeu, et puis à la fin, le gagnant, il va gagner, j'en sais rien, 1000 balles, 500 balles, on verra. On verra le truc. Ouais, je sais. Alors, c'est pour ça que le but, c'est pas aussi de faire du poker en ligne et tout ça, c'est pas du jeu d'argent, c'est pas du jeu où tu vas miser, c'est du tournoi e-sport, en fait. C'est pas du jeu... Il y a de la notion d'argent, quand même, dessus, donc il va falloir qu'on fasse attention à la notion de comment, la loi dans le monde du jeu, parce que le but c'est pas un système de mise, c'est pas un système de pari, c'est pas du pari en ligne qu'on veut faire, c'est vraiment du tournoi e-sport qu'on fait et qui est porté par le jeu lui-même. Hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus un logiciel e-sport qu'on fait que un jeu vidéo. En fait, c'est le couplage des deux. Et on joue pas, et on ne mise pas de l'argent, on peut pas faire de la surenchère ou ce genre de choses. On participe au tournoi, on gagne le tournoi, et on remporte une récompense, potentiellement. Donc il faut voir au niveau légal dans quoi ça tombe, etc. Il y aura peut-être des déclarations à faire, et on va peut-être se faire défoncer par les lobbies du jeu en ligne, enfin du jeu en général, du jeu d'argent. Pour nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Mais au moins ça aurait été une expérience sympa. Au moins j'aurais aussi appris à faire du jeu vidéo, etc. Parce que c'est ma première expérience de jeu vidéo. Donc voilà. Mais on n'en est pas du tout là. Là pour le moment on fait un tuto ECS sur TypeScript avec un petit jeu au tour par tour d'un mec qui a fait un tuto. Et on essaie de le suivre pour s'ouvrir les chakras et voir comment on pourrait faire le jeu après. Donc du plaisir. Donc là, ouais, j'avais mes tests qui passaient. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on met à jour la game loop. Ça, c'est OK. On met à jour les composants avec la game loop. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il nous fait démarrer avec l'entité de jeu. OK. Donc, c'est parti. On va créer une entité jeu, qui est notre root entity. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Forels. Je vois ce que tu veux dire. Je me suis déjà renseigné un peu sur ça. Je sais qu'en fait, grosso modo, tout est fait, surtout en France, avec le lobby de la Française des Jeux et tout le merdier. Mais ça s'ouvre. De ce que j'ai compris depuis quelques années, ça s'ouvre. On a les Bing Sport, on a les machins, etc. Donc il faut sûrement peut-être avoir des licences, avoir des niveaux de... Il y aura peut-être des niveaux d'imposition, de taxes sur les jeux qui va se mettre en place, etc. Donc grosso modo, tout le monde va vouloir gratter de la moula. C'est-à-dire que t'as l'organisateur du tournoi qui veut un peu de moula, lui, pour en vivre de ça. Les joueurs veulent du cash prize pour les encourager à faire des tournois. Le tournoi n'est pas que le plaisir de faire du sport et du tournoi, c'est aussi on veut en vivre. C'est comme les joueurs professionnels, hein, grosso modo, voilà. Ils veulent vivre de leur métier de joueurs professionnels. Plus ou moins. Hein. Et en même temps, vu que c'est du jeu et du tournoi,
Grosso modo, t'as toutes les fédérations, tout l'écosystème qui dit ouais, mais nous aussi on veut le pognon, tu vois. Donc tu sens la queue à l'arrivée, mais ça va être sympa, on va regarder. On va regarder ça et éventuellement, je sais qu'il y a des espèces de contournements où grosso modo le cash price, c'est pas de l'argent, c'est du matos. En fait, c'est de la valeur de matos. Donc potentiellement, tu fais un tournoi avec un droit d'entrée à 2 euros, tu fais 1000 participants sur le tournoi, parce que le jeu, il y a assez de monde qui joue au jeu pour faire un tournoi à 1000 personnes, qui va durer quelques heures, hein, c'est un gros truc. Et à la fin du tournoi, le gagnant va remporter, j'en sais rien, un PC, quoi. Donc c'est moi qui achète le PC, et puis le cash prize, voilà, je te donne un PC, et là, au niveau légalité, on est à peu près dans les clous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le droit de participation, c'est un jeton. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas alimenter tes jetons dans le jeu, donc tu sais, un peu comme les achats en ligne de MMORPG, de machin, de tout ce que tu veux, Candy Crush, tu vas acheter de la monnaie du jeu ou des jetons. Chaque jeton te donne le droit de participer à tel ou tel tournoi. Donc tu as les jetons, les jetons en bois qui font le tournoi, grosso modo le tournoi à 1 euro. Le jeton en or qui est le tournoi à 10 euros et le jeton platinium qui fait le tournoi à 100 euros, grosso modo, en termes de droit d'entrée. Et après, derrière, le cash price, c'est les lots qui vont avoir une valeur intéressante, qui donnent envie de participer à tel tournoi. Le diamond jeton, bah, je sais pas, en fait, j'hésite entre le platinium, le diamond, enfin, puis après, sky is the limit, tu vois, hein, comme d'hab. On va avoir le musk jeton, tu vois. Le musk jeton où on va commencer à partir dans le... Comment ça s'appelle ? Le poké jeton. Mais après, enfin, l'idée c'est qu'on est... Ah ouais. Putain. Jeton blockchain. Ah ouais. Et le truc c'est qu'on n'a pas de transaction normalement avec ça. C'est-à-dire si je faisais un jeu avec des systèmes de transaction, j'aurais dit ouais, la transaction elle est en blockchain, hébergée sur Mars, Handspiner, CPT, tu vois. Avec tous les buzzwords, test anti-intrusion par IA, avec Analytics, je te sors tous les trucs. Ouais. Non, en fait, on va voir, parce que, alors le truc par contre pour l'antifraude, le jeu, on va essayer de mettre en place des patterns de jeu aussi qui sont assez performants et très peu consommateurs en ressources. Et donc on va avoir une notion d'événements qui vont se passer dans le jeu, et donc pour éviter de niquer le jeu, de niquer le game, de faire de la fraude, parce que vu que tu vas faire des tournois de jeu, tu pourrais éventuellement essayer de niquer le jeu en essayant de frauder. Tu sais, d'essayer de... Je t'ai pas fait un dégât de 1 pour essayer de te défoncer, je t'ai fait un dégât à 10 000, tu vois. Et donc, pour pouvoir éventuellement avoir de l'analyse post-jeu, tu vois, éventuellement, on pourrait dire que tous les événements dans le jeu sont dans une blockchain, en fait. Une instance de jeu ou un combat, enfin une arène de tournoi, sont écrits dans une blockchain, et vu que c'est une blockchain, tu as besoin d'avoir la donnée précédente, enfin, tu as besoin de l'intégrité de la donnée précédente pour avoir ta blockchain de valide. Et donc ça veut dire que tu peux pas modifier les éléments précédents, machin. Mais grosso modo, dans notre domaine, c'est un peu de la branlette. Dans le cadre du jeu, hein. Dans le cadre du jeu que je pense, c'est un peu de la branlette. C'est du discours commercial, quoi. Mais non, par contre, grosso modo, on va quand même s'appuyer sur des systèmes d'événements. C'est-à-dire, au lieu de mettre à jour le game state ou des choses comme ça, on va essayer d'utiliser une manière de faire le jeu vidéo pour que ce soit... pour apprendre à faire du jeu vidéo de manière efficace. Parce qu'en fait, après, si je vois que le jeu en tour par tour, ça le fait bien, j'ai d'autres idées de jeu. Donc j'aimerais bien essayer de tenter de faire des jeux où en fait ça serait beaucoup plus en temps réel. Et quand tu fais du jeu en temps réel et qu'il se passe plein de trucs dans le jeu, très vite tu peux avoir des problèmes de perf. Quand tu commences à faire tout péter, à mettre en place des physiques, des machins, des bidules, tu as besoin... tu vas pas mettre à jour tout le state de ton jeu en une fois, tout ce que je comprends. Ce que tu as tendance à faire naturellement quand tu commences à développer un jeu sans avoir une arrière-pensée
du merdier, quoi. Mais bon, on va apprendre plein de choses. Et puis on va potentiellement faire de la merde. Mais au moins on aura appris des choses. C'est l'avantage. Donc, il veut une game entity, le mec. Et bah vas-y, je te fais une game entity. Index. Game.ts. Quick. Et donc là, on va faire une classe. Une classe game, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il veut. Et il veut que ça extend entity. Bah vas-y. Tac. Et on veut... Ah oui, lui il fait la notion de barrel file. Trop fort. Il est trop fort. Et donc on va faire un export. Étoile. Voilà. Et donc là, dans notre jeu, il veut qu'on mette un timestamp. Ok. Alors, j'ai pas envie de partir dans le microservice. Par contre, je suis vraiment tenté. Parce que là, en fait, le jeu va avoir le système de jeu. C'est-à-dire, on a le jeu en lui-même, l'instance de jeu quand on va rentrer dans le tournoi. Mais après, il y a tout le système de tournoi autour. Et ce que j'aimerais essayer de faire, c'est d'avoir quand même un découplage en fait qui va se passer, et on va pas partir en mode microservice de mort avec plein d'instances dans tous les sens, avec des milliers de conteneurs distribués mes couilles là. Par contre, on va faire alors le terme, je sais, j'ai plus le nom, mais on va faire un monolithe, mais bien rangé à l'intérieur. C'est-à-dire que grosso modo, si à un moment on a besoin de scale, parce qu'on se retrouve avec des milliers de joueurs qui vont jouer plus tard, l'idée c'est qu'on puisse extraire un module de code du monolithe pour le mettre dans une instance de déploiement à part, qui, elle, a besoin de scale. Parce que, par exemple, moi, ce que je verrais bien, c'est qu'un tournoi ou un combat d'arène, demain, devienne une instance à part entière qui va s'auto-scale ou qui va s'auto-détruire dès que le combat est terminé. Ça serait intéressant de faire ça. Et donc, ça permet de décharger le système de tournoi du système de jeu. Le système de jeu, il fait ce qu'il a à faire tant qu'on joue, et quand on arrête de jouer parce qu'on a terminé le combat, et ben l'instance de combat, elle dégage, en fait. Un peu dans cette idée-là. L'hexagonal architecture, c'est un peu différent, parce que l'hexagonal architecture, c'est à l'intérieur, on va dire, d'un domaine. Le but, c'est de dire, aujourd'hui, la discussion entre mes deux gros composants distants, aujourd'hui, on le fait en REST, et demain, je veux remplacer le reste par du Kafka, par exemple. Donc là, grosso modo, c'est que tu t'ouvres les chakras sur le fait de faire évoluer la technique ou la logique indépendamment. C'est un peu l'idée de l'hexagonal architecture. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Pourquoi je stream pas dans la catégorie sciences et techno? J'ai pas fait ça. J'étais persuadé de l'avoir fait. Je suis où? Attends. Afficher le doc. Information de diffusion. Ah, il m'a pas mis à jour la catégorie. Je l'avais fait pourtant. Parce qu'en fait, j'ai mis à jour le programme, parce que vu que je stream sur des journées régulières, j'avais mis à jour la catégorie au niveau du programme, et j'avais mis sciences et technologies, justement. Donc il faudrait que je le faire là. Justement, je mets à jour. J'ai mis à jour les infos. Parce que ça a mis à jour le titre et la notification du live, mais ça n'a pas mis à jour la catégorie du truc. Étonnant. Et donc, en fait, pour le moment, comme je dis, je veux commencer dans mon monolithe bien rangé. Grosso modo, il va y avoir qu'un seul serveur, on va pas se casser les couilles. Surtout que pour le moment, il n'y a rien. Donc on va pas s'amuser à partir en mode microservice, et si demain, d'un coup, j'ai 10 000 joueurs, machin. Non.
on va se détendre. Pour le moment, il n'y a personne, et il n'y a pas de jeu, et il n'y a que moi qui dev, et voilà. Donc pour le moment, je me détends là-dessus, sur l'aspect microservices distribués, machin. Par contre, demain, si à un moment je me rends compte que j'ai un problème de perf sur un des aspects de mes différents domaines dans mon monolithe, je vais me dire, bah ok, je pourrais me dire, bah cette portion du monolithe, il est déjà découplé, enfin tous les éléments sont déjà découplés les uns des autres, et donc je peux très facilement l'extraire et créer une instance de déploiement où il faut que je me gratte juste un peu le crâne en choix de solution d'hébergement et le pipeline DevOps à faire évoluer, grosso modo. Ouais, bah moi en fait j'ai déjà des projets où les mecs ils commencent à partir en mode microservice, mais en mode microservice, il faut faire du microservice pour faire du microservice, alors que les mecs ils ont 0 client. Enfin ils ont 0 client, ils ont 2 mecs quoi, il y a 2 mecs qui viennent par jour faire 3 caca sur l'application, ils vendent des trucs, il n'y a pas de problème, ça vend et tout, mais c'est overkill par rapport au besoin initial, c'est-à-dire qu'on se fait chier à faire des déploiements distribués, machin, Kafka... machin, alors que tu pourrais tout mettre dans le même serveur, ça fait le taf. Au tout début, tant que t'as 3 connards, enfin 3 connards, je les aime, hein, c'est pour amplifier, c'est mes clients adorés, tu vois. Mais grosso modo, il n'y a pas besoin de ça pour eux, tant que ça marche. Par contre, il faut être capable de se dire, si à un moment, il y a un... j'en sais rien, il y a un coup marketing qui a extrêmement bien marché, les commerciaux, ils se sont sortis les doigts du cul, ils ont vendu plein de trucs d'un coup, ça explose en termes d'usage, et là, le monolithe, il tient pas la charge. Dans ce cas-là, bah, tu vas extraire ce qui ne tient pas, ce qui fait exploser les perfs, pour avoir dans une approche auto-scaling et tout le merdier, quoi. On parle de jeux, on parle d'architecture de jeux vidéo. Dans une optique, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir 10 000 joueurs et tout le merdier, et qu'on veut pas partir sur des architectures d'infrastructures totalement pétées. Ouais. Quand tu fais des bots Discord, ouais, ça aide pas mal. Parce qu'en fait, tu t'appuies sur Discord pour avoir un peu ton auto-scaling et tout le merdier. Et puis, comme les bots, c'est justement des systèmes d'événements. C'est-à-dire que tu as le chat qui va t'envoyer un message. Donc, à chaque message, il va se passer quelque chose. Et si jamais il y a trop de messages, t'as t'as Discord qui va mettre du tampon sur les webhooks pour encaisser quand ça pulse au niveau des messages, en fait. C'est l'avantage, en fait, de ce que j'ai compris, mais c'est pareil, ce truc-là, je le maîtrise pas bien, donc on va l'apprendre, faire de l'event-driven et tout ça, mais de l'event-driven dans le monolithe. On va apprendre à faire ça, et on va utiliser au début un système de messaging vraiment basique, et on va aussi faire du messaging client-serveur intéressant. Mais AWS, là, ils vont bourrer, hein. Enfin, ils bourrent, hein, eux, parce que eux, c'est leur métier. Ils font ça depuis des années, et puis ils font des milliards, et ils sont... il y a une armée de cerveaux pour faire ça, et vu qu'ils ont du pognon, ils prennent les meilleurs. Donc forcément, ça marche, quoi. Mais bon. En fait, moi, je vais partir sur... Vu que je suis compétent en langage TypeScript, donc, et les autres langages, je les maîtrise pas. Donc, on va faire du TypeScript. Le serveur, donc, ça va être du Node. Si demain, on a des problèmes et qu'on veut faire vraiment du hyperf et tout le merdier, multi-trading et tout ça, je me verrais bien partir sur du Rust, mais je suis pas du tout compétent en Rust pour le moment. Donc, on va rester sur du TypeScript pour commencer. Et si on veut créer un domaine, on veut convertir un domaine d'un langage vers un autre pour des aspects de perf, des choses comme ça, pourquoi pas, tu vois. Ça, c'est du détail. Pour moi, je veux d'abord me concentrer sur ce que je maîtrise. Au niveau client, on va faire... donc tout ça, on va développer tout ça en CleanArchi pour s'autoriser les modifications d'infra. Le Go, j'en ai jamais fait. Mais enfin, j'ai déjà vu quelques plugins en Terraform. Ça a pas l'air vilain, hein, mais c'est pareil. Je fais ce que j'aime. Je le fais avec le langage que je maîtrise aujourd'hui. Et j'aime bien TypeScript parce que le langage est typé, machin. Tu fais à la fois du TypeScript en front et en back. C'était ce que tu avais remonté, Scara,
Je sais plus, jeudi ou mercredi. C'est un peu l'avantage quand tu sais faire du TypeScript, c'est que tu le fais en front, en back. Donc t'es pas forcément le meilleur en front, t'es pas forcément le meilleur en back, mais au moins tu peux faire toute la chaîne de valeur quand t'es tout seul. Tu vois, je suis pas en train de travailler dans une boîte où j'ai un dev front et un dev back à part. Je suis moi tout seul, je suis le seul gros con à faire l'appli. Et donc, autant essayer de faire ce que tu maîtrises. Ouais, c'est ça. Mais après, donc en termes de techno, on va faire derrière, au niveau client, on va partir sur de la technologie Canvas. Donc Canvas, c'est WebGL et compagnie. Donc grosso modo, on va faire des formes dans un Canvas HTML. Et on va faire de la 2D. Hein. On va faire une architecture 2D parce que j'aimerais mettre en priorité le gameplay, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu, etc. au tour par tour. Hein. Ça va être un tactical RPG, grosso modo, où on va faire du combat de robots qui doivent défendre eux-mêmes dans une arène leur tour de transmission, parce que si la tour de transmission est pétée, bah, tu peux plus piloter le robot, grosso merdo. Et si tu tues le robot, bah, y a plus rien pour défendre ta tour de transmission. Grosso merdo, en fait. C'est un peu ça, et grosso modo, il va y avoir des techniques de gameplay qu'on va ajouter de manière itérative pour enrichir le gameplay et la stratégie qu'on peut faire lors des combats au fur et à mesure. Donc au début, on va faire de la merde, il y aura juste un petit point sur un... Il n'y aura même pas la notion de combat, en fait. Le but, c'est qu'on fasse déjà apparaître un point, qu'on puisse le déplacer. Après, on va essayer de faire apparaître 2 points, on va essayer de s'arranger pour que les 2 points peuvent être pilotables par les 2 joueurs. Après, on va donner une arme à chaque point. Après, le point, il peut avoir une armure, il peut avoir un bouclier. On va mettre la tour de transmission, on va faire patati, patata. Enfin, voilà, on va se laisser guider de manière itérative en fonction de comment on se laisse porter. Et puis aussi, on va espérer qu'il y ait des joueurs qui puissent commencer à jouer avec pour ne serait-ce qu'essayer et nous donner leur avis sur ce qu'ils aimeraient voir dans leur tournoi, si ça les intéresse. Et donc potentiellement, le jeu que j'ai en tête aujourd'hui, ce sera pas du tout le jeu qu'on va avoir dans quelques mois, une fois qu'on aura eu du retour des joueurs. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais essayer de me laisser driver par le feedback, et donc d'avoir une approche produit où en fait on veut faire plaisir aux joueurs, on veut que les joueurs kiffent leur tournoi, et puis voilà quoi, pour qu'on ait de l'usage. Et puis qu'on prenne notre pied à essayer de répondre à un besoin dont on n'avait pas du tout conscience il y a quelques temps, quoi. Bah, c'est comme ça que j'ai fait Bangerang à la base. Hein. Les gens ils me disaient modifie tel truc, s'il te plaît, ça a l'air mieux. Moi personnellement j'avais pas d'avis, bah vas-y je te le fais et puis voilà. Le truc c'est que je manquais de retour sur Bangerang. Donc là je me dis en faisant du gaming, le gaming ça joue, enfin tu touches au sentiment du plaisir et tout ça, donc je pense avoir plus de monde qui vont participer. Et moi ce que je veux déjà pour démarrer, c'est avoir à peu près une dizaine de joueurs, quoi. À Bangerang, c'est le projet que je faisais juste avant, qui était un projet open source de démocratie directe, où tu pouvais créer des revendications et tu revendiquais dessus. Enfin, tu disais si t'étais une revendication, t'expliques un truc et tu dis si t'es pour ou t'es contre. Et plus tard, je voulais enrichir le système où tu dis on pourrait faire du choix multiple, Condorcet, tout le merdier, quoi. Ouais, c'est ça, Scara. les autres, ils... Ouais, c'est bizarre. Moi, quand je veux dire GCP, j'ai tendance, je sais pas, mon clavier, il a tendance à taper Azure ou AWS. En fait, je comprends pas, tu vois. Même OVH, c'est en meilleure priorité que GCP. Bon, franchement, GCP, ça fait... Enfin, de ce que j'ai testé, j'ai juste testé Datastore. Sur GCP, ça fait le café pour ce qu'on en fait. C'est juste l'aspect requête poussée où en fait il y a sûrement des patterns de base de données qui permettent de faire des bonnes requêtes intelligentes sur les données qu'on stocke sur Datastore, parce que c'est pas aussi riche que des requêtes que tu peux faire en SQL ou sur du MongoDB ou sur ce genre de choses. C'est mon avis. Hein. Mais en tout cas, sur le plan gratuit, tu as une base de données, tu peux y accéder, tu déposes de la donnée dessus, tu la récupères. Très bien. Très bien.
Moi d'ailleurs, là, je vais voir pour essayer de faire l'instance, alors pas en serverless parce que l'instance de jeu va se monter, mais par contre il n'y aura pas de base de données en local, je vais essayer d'utiliser comme persistance, justement je vais peut-être utiliser un chatbot pour stocker les événements du jeu, ou alors ce sera en mémoire, ça me ferait pas chier. C'est mon avis, hein. C'est pareil. Quand je dis requête riche, c'est que là, en fait, on peut même pas faire du sur Datastore, on peut pas faire des vérifications sur une propriété, en fait. Tu peux juste les récupérer. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Tu peux pas faire du contient ou des choses comme ça sur des propriétés. Donc, enfin, grosso modo, il faut adapter un peu ta structure de données pour faire des choses. Mais je te dis ça, je suis pas un expert Mongo, donc c'est pareil. Je fais partie de ceux qui peuvent raconter de la merde. Et ça, j'assume. Alors, qu'est-ce qu'il voulait au niveau de son game, lui? Ça, on l'a fait. Ah oui, il voulait qu'on mette le timestamp. Tac. Ah, les devs PHP. Le fond du fond. Ce que j'aime bien avec les devs PHP, c'est qu'ils sont... ils prennent pas la mouche. C'est ça qui est bien avec les devs PHP, ils prennent vraiment pas la mouche. c'est comme les devs JavaScript, tu vois. Comme les devs JavaScript, c'est comme tous les devs en fait. Ils prennent pas la mouche. Ils sont ouverts au second degré. Donc là, le jeu, ouais, forcément, on va lui mettre update. Quick. C'est ça. Et donc là, ce qu'on veut faire, ouais, donc on veut taper dans la méthode protégée, donc il faut qu'on fasse un super, et donc là on a update, ok. Et on lui envoie le delta time, ok. Bien bon. Java qui prend cher. Ouais, personnellement, j'ai pas de... c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Tu prends le langage que tu maîtrises, ou les langages que tu maîtrises, et si tu en maîtrises plusieurs, tu as quand même des langages en fonction de ce que tu veux faire, qui sont plus adaptés. Par exemple, tu veux rentrer dans le monde du hyperf, tu sais, dans les logiciels, le back-end bancaire, par exemple, le traitement des cartes bancaires et tout ça, très, très basse latence, etc., etc., tu as quand même des langages bas niveau qui sont plus adaptés que de partir, par exemple, sur du Python ou sur du Go, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, par exemple, tu peux partir sur du Rust, tu peux partir sur du C, enfin du C++ ou des choses comme ça, tu vois. C'est des trucs, voilà, tu commences à taper un peu, tu tapes un peu dans les couches basses, parce que tu veux du hyperf, en fait. Et je te dis ça, j'en ai jamais fait, donc, enfin, j'en ai fait, ça date du BTS, on a fait 3 lignes, voilà, au revoir. Ouais, mon parcours, je l'avais expliqué, hein, c'est je suis un mec qui fait de l'infra depuis 12 ans, maintenant, 12-13 ans. Et j'ai fait mon BTS en spécialisation infra, grosso modo, enfin admin système et réseau. Donc même si on a fait un peu d'algorithmie, un peu de développement et tout ça, je me suis spécialisé en admin système et réseau. Donc j'ai quand même eu une base scripting, développement minimum, on va dire, en termes d'algorithmie. Donc pas trop orienté objet, mais on va dire les algorithmes de base pour faire du scripting, quoi. Les variables, les boucles, les conditions, les bordels. Et après, au fur et à mesure du temps, tu commences à manipuler un peu d'objets, un peu de machin, pour tes besoins de scripting. Et après, par contre, je me suis dit, putain, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du dev, et j'ai envie de faire du dev, et j'ai envie de faire du dev web un peu full stack, d'être capable de faire un projet de bout en bout moi-même.
Et donc je me suis dit, bah, c'est quoi le langage aujourd'hui quand on veut faire du front et quand on veut faire du back, tout en sachant que je me suis jamais vraiment renseigné sur ces trucs-là, puisque comme je dis, je suis pas développeur à la base en termes de métier. Et j'ai vu que grosso modo, bah, il y a eu Node.js qui était sorti à l'époque. Tout ça, c'était des réflexions que j'ai eues vers 2013-2014. Hein. Donc ça date un peu. Mais grosso modo, à cette époque-là, c'était Node avec dans le front du JavaScript et dans le back, tu fais du JavaScript au niveau de Node. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, là, il y a quelques années, il y a deux ans, 3 ans à peu près, bah, j'ai vu qu'il y a TypeScript qui était sorti. Et puis voilà quoi. Donc on veut prendre du skill. Et puis moi maintenant, je m'oriente moi sur du développement logiciel parce que je préfère faire du dev logiciel que de faire de l'infra. Enfin, que de faire du taf d'intégrateur infra. Développer de l'infra, c'est intéressant. Développer de l'infra, j'aime bien. Mais pousser de la solution d'infra, ça m'intéresse plus. À titre personnel, je dis pas que j'aime pas ça. Hein. Alors le Craftman, ça en fait, grosso modo, je me suis dit, allez, en plus j'ai commencé le dev d'un point de vue professionnel en fait. D'un point de vue personnel, on fait toujours les petits sites web. J'ai commencé sur Angular à l'époque en 2015. 2014-2015, j'ai commencé à faire ma première petite appli web. C'était un truc qui permettait de trouver quelque chose que tu cherches sur Maps. Tu vois, tu dis je veux chercher un restaurant. Moi, je voulais trouver le restaurant le plus proche de chez toi, en fait. Je les triais, je faisais appel aux API Google Place, je crois, et je récupérais la liste de ce qui était proposé et je te les affichais sous forme de liste, sous forme de petites cartes, mais le plus proche de chez toi, en mode je veux un bar, donne-moi le bar le plus proche, tu vois. Je veux du cognac, c'est parti. Et ça, je l'avais fait sur Meteor, framework Meteor qui utilisait Angular. Donc ça, c'était cool. Mais pareil, c'était du JavaScript, donc c'était le bordel, t'étais obligé de tester tout le temps en lançant ton... Enfin, je connaissais pas les librairies de testing et tout ça. Et après, je me suis retrouvé catapulté à faire du cloud privé au niveau professionnel. Donc le cloud privé, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu veux faire Amazon, AWS, GCP, mais chez des gros clients mammouth CAC 40 à l'ancienne. Donc avec toutes les règles de gouvernance d'une grosse DSI de malade. Et donc grosso modo, le but c'est pas de faire popper de la simple VM. Tu vois, tu veux pas popper de la VM ou popper de la base de données. Tu veux popper de la VM où tu as le droit de mettre 2 vCPU à la VM à 13h parce que le DSI a bouffé de la choucroute. T'as des règles de gestion totalement débiles, qui sont, enfin, débiles pour moi, hein, mais c'est très important que cette règle de gestion soit au sein de la DSI. Il faut, c'est parce que les DSI comme ça, les règles de décision pour automatiser la sécu, les quotas, les bordels, c'est des décisions qui ont été prises depuis des années. Et donc, tu utilises... et tu veux faire ça, non pas... Tu veux pas piloter des infras de cloud public, tu veux pas piloter des VM sur AWS, GCP, machin et tout ça. Tu veux faire ça sur du privé, avec des infras privés et avec des technologies privées, donc du on-premise. Donc, les VM, tu veux les piloter sur du VMware, de l'OpenStack, tu veux... La sécu, d'un côté, t'as un firewall checkpoint, et de l'autre, t'as un firewall... mes couilles. Tu vois, t'as un IP table dans un coin qui traîne. Enfin voilà, c'est un enfer. Et donc, pour pouvoir piloter tout ça, les mecs des infras, parce que c'est des mecs des infras, hein, qui sont directeurs de programme de ces clouds privés, donc c'est pas des développeurs, c'est pas des mecs spécialisés dans le logiciel, les décideurs, c'est des mecs spécialisés dans l'infra. Et donc, ils font des RFP, des RFI, des bordels, et ils choisissent des orchestrateurs d'infra, spécialisés dans le monde de l'infra. Donc, je donne des exemples, t'as du BMC, je crois, qui fait ça, t'as VMware qui fait VRA, VRO et compagnie. Donc, c'est des orchestrateurs. Et donc, c'est du code hein, à l'intérieur, tu vas coder, mais tu vas pas coder sur ton IDE en étant pépouze, avec TypeScript, avec tout ce que tu veux. Non, tu es sur une espèce d'IDE propriétaire dégueulasse, avec du JavaScript. Moi, j'étais spécialisé VRA, VRO. Et grosso modo, c'est les techno VMware. Et grosso modo, tu fais du JavaScript sur un vieux moteur qui s'appelle Rhino, je crois, à l'époque. Et grosso modo, t'as pas toutes les primitives que tu veux, tu peux pas mettre de typage. Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer.
Et tu dois piloter des API d'infra. Et là, la joie des API d'infra, c'est-à-dire que les mecs qui créent du matos d'infra, ils sont pas API first, ils ont pas une culture du logiciel, les mecs. Les mecs, ils font des boîtes, ils vendent des boîtes. C'est la boîte, le firewall, le bordel. Et donc les mecs, ils ont fait en sorte que la boîte, elle soit, on peut la piloter depuis l'IHM et tout ce que tu veux. Mais par contre, tu n'as pas tu as une API, mais l'API, elle a été construite à côté de l'interface graphique et tout ça, et donc elle n'est pas bien documentée, elle marche pas comme dit dans la documentation, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de machin, enfin, c'est un enfer, et toi tu te pètes le crâne à faire à la fois à faire fonctionner tes appels API sur le composant que tu veux piloter, et t'as du mal parce que t'as des règles métiers totalement farfelues de l'autre. Et on te demande, bien sûr, avec le mode CAC 40 et tout le merdier, t'as le Dark Agile par-dessus. Parce que tout le monde, vu que c'est du développement, tout le monde veut faire de l'itératif, tout le monde veut faire de l'agile, et tout le monde te demande d'être agile. En mode Dark Agile, estime-moi combien de temps il te faut pour faire la feature. Et quand tu dis que ça va prendre 3 semaines parce que c'est un enfer, le mec il te dit non connard, t'as 2 jours. Et là, du plaisir. Du plaisir. Mais on passe des bons moments. Et on a fait des trucs hyper chiadés. On a fait des trucs hyper chiadés dans ces projets-là. Avec des technologies de merde. En fait. Non, le Dark Agile... Le Dark Agile, ça fait longtemps que ça existe. Grosso modo, c'est le terme où en fait tu veux faire de l'agile, mais tu es blindé, t'as une surcharge de cargo culte. Ce qu'on appelle le cargo culte, c'est grosso modo, tu vas essayer d'appliquer quelque chose sans comprendre l'essence de pourquoi on fait ça, en fait. Donc ça, c'est le Scrum Master qui se ramène avec tous ses post-it, à mettre des post-it partout. Il n'a pas compris que les post-it, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est de discuter. Ce qui compte, c'est que ce qui part... Le but de l'agile... Pour moi, c'est il faut livrer le plus rapidement possible de la valeur et un logiciel qui marche. Donc si tu arrives à livrer tous les jours quelque chose qui marche et que tu continues à livrer toujours tous les jours, tu vois, toujours tu livres, il n'y a jamais de problème, tu livres, même si tu livres un tout petit truc, tu livres. Tu vois, tu donnes du feedback et il y a les gens qui vont te donner un retour par rapport à ce que tu livres et tu écoutes. Le but, c'est de livrer ce que les gens veulent. Là, tu es agile, tu respectes le manifeste et tu apprends en plus les autres à faire mieux. Tu veux tout le temps t'améliorer, tu apprends les autres à faire toujours du logiciel ou ton produit de la meilleure manière possible, à le faire évoluer. Et donc, t'as des mecs qui disent non, faut faire du Scrum, itération en plus avec du safe, avec un PI planning sur 3 mois. Grosso modo, tu te coupes toute capacité à t'adapter. Parce que les mecs, ils veulent de la planification au-dessus pour gérer leur budget ou je sais pas quoi, au lieu d'avoir confiance sur le produit, de dire notre but en tant qu'équipe, c'est de faire le meilleur produit possible par rapport à votre vision. Votre vision peut changer dans le temps, donc donnez-nous quand même une trajectoire, mais ensuite, faites-nous confiance, donnez-nous le budget, le moyen, hein, grosso modo, le matos, les gens et tout, et faites-nous confiance. Voilà, et on va livrer souvent. Et donc il faut, nous, la responsabilité de l'équipe, c'est d'avoir la capacité de livrer souvent quelque chose que les gens veulent. Et d'avoir un logiciel qui marche, surtout. Le Dark Agile, par exemple, tu peux avoir des trucs où t'as le PO qui va venir en réunion de sprint planning et qui va te dire, textuellement, c'est pas grave si ça marche. C'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si ça marche pas. Le mec, le PO, le responsable métier, va te dire, va dire à l'ensemble de l'équipe dont il fait partie, vous pouvez livrer quelque chose qui marche pas, du moment qu'on ait livré quelque chose. Ouais, t'étais là, c'est vrai, j'avais oublié. Mais ça, parce qu'en plus ça te broie, parce que l'avantage quand tu es en cycle en V, c'est que t'as en grosso modo, la responsabilité du projet, c'est les chefs de projet qui l'apportent. Donc s'il y a eu une couille dans le design,
S'il y a une couille dans le RFI, dans le RFP, il y a un truc qui va pas, ça prend plus de temps, machin. Tu remontes ça au chef de projet. Le chef de projet, il fait son reporting. Il y a la gestion contractuelle avec les commerciaux. On enclenche les pénalités, patati, patata. C'est du commercial, c'est de la gestion de projet, ça va bien. L'agile, en fait, tu retires tous les intermédiaires. Enfin, le Dark Agile, tu retires tous les intermédiaires. Donc le chef de projet, la gouvernance, le machin, et tu mets le mec qui envoie les missiles, en fait, il tire à balles réelles en mode peloton d'exécution sur l'équipe en fin d'itération quand ça s'est pas bien passé, en fait. Donc avec les mêmes impératifs. Au lieu de dire on a confiance, il va se passer des choses, ça va bien se passer, machin. Ça, pareil, c'est ma vision des choses. Si ça se trouve, je fais de la merde. Salut les mecs de Iskiz. Mais enfin voilà, c'est un enfer. C'est pour ça que j'aime bien, faire mes propres projets et expérimenter l'agilité moi-même. Déjà, quand je suis tout seul, c'est facile d'expérimenter l'agilité. J'ai pas de chef au-dessus de moi. Mon chef, c'est mon hémisphère droit par rapport à mon hémisphère gauche, tu vois. Et les utilisateurs qui me font des retours. Donc au moins j'expérimente... Salut Sacra. J'expérimente moi-même l'agilité en me disant voilà, je sais pas ce que je vais faire après-demain. Bon, j'ai une vision lointaine, mais je m'en bats un peu les couilles. Merci mec. Et grosso modo, je me prends du retour au jour le jour, en fait. Ah là, pour le moment, Sacra, en fait, on est en train de faire un petit tuto sur les mécaniques ECS, parce que dans l'idée, on veut essayer de faire on démarre un projet de jeu vidéo e-sport, spécialisé e-sport. Donc ça va être une plateforme pour faire des tournois, et on va maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser le jeu de quelqu'un d'autre, on veut faire notre propre jeu, voire jeu avec un X à la fin, si on veut en faire plusieurs. Et on veut aussi notre propre système de tournoi. La Turquie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Que veux-tu dire par là ? Je n'y comprends pas. Et on va développer le jeu de manière itérative. C'est-à-dire que, bon, j'ai une idée en tête à peu près du jeu, donc ça va être on va commencer en tactical RPG, machin, parce que c'est la première fois qu'on fait du jeu. Et donc on va faire évoluer le jeu, les règles du jeu, au fur et à mesure que le temps passe, en fait. Et donc là, on se fait un peu de café philo sur l'agilité. Et en même temps, on fait un tuto qu'un mec a fait pour s'ouvrir les chakras sur l'approche ECS. Donc ECS, c'est Entity Component System. Donc c'est ce qui est utilisé souvent quand on veut faire du jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. C'est une approche d'architecture logicielle. Que j'ai jamais pratiqué, d'ailleurs. Donc là, on met à jour le delta time, et donc ensuite dans le jeu, on veut faire un delta time, et donc dans ce cas-là, oui, forcément, il veut mettre à jour le timestamp après. Donc, oui. Ensuite, lui, il indique justement pour faire la loupe justement derrière, on va vouloir refaire appel à l'update, justement. Ça serait l'idée. Et donc là, il dit, bah, justement, le problème, c'est que la loupe va s'exécuter juste derrière la précédente. Et donc, le problème avec ça, c'est que, grosso modo, s'il se passe rien, ça peut aller très très vite, en fait. On va bombarder la CPU avec une boucle infinie à la con. Donc l'idée, c'est de mettre en place des systèmes d'intervalles de temps. Donc ça c'est le classique, hein, set interval ou un timer. Et donc lui, ce qu'il propose, grosso modo,
c'est de retirer l'update. Et derrière, il va demander une... Donc là, là, on est au niveau du code client, donc c'est là où il va falloir qu'on fasse attention, nous. C'est qu'il veut modifier... Il veut qu'on fasse une modification de la game loop en fonction du code client, en fait. Window Request Animation Frame, ça c'est la partie... Ça c'est du code client. C'est au niveau du client web, en fait, on va demander une... c'est quand il y a... on va demander une nouvelle... attends, on a la description ou pas? Non? Si je vais dessus... Non. C'est au niveau du DOM, mais le Request Animation Frame, je crois que c'est... il va attendre qu'il y ait une prochaine mise à jour au niveau client, enfin au niveau nouvelle frame au niveau client. Et dans ce cas-là, quand le callback, en fait, qui va se passer, quand il y aura une nouvelle frame, il va demander à exécuter update, en fait. Donc là, par exemple, le problème de son code, c'est qu'il est assez intégré avec le code du client. Donc le jour où on fait plus du client, on a une game loop côté serveur. Bah là, on est un peu emmerdé. Parce que pour moi, la game loop, elle va être gérée côté serveur. Je sais pas si on aura besoin de mettre une game loop côté client. Ça, il faut que je regarde. Grosso modo, le client va se faire mettre à jour par des événements émis par le serveur. Donc le client va envoyer des événements en mode j'ai lâché la touche, j'ai cliqué à tel endroit, machin. Et donc ce que je me dis, c'est qu'on mettrait la game loop côté serveur. En fait, vu qu'on va faire des tournois en fait entre les joueurs, ce que je me dis, c'est que quand le client web, lui, va demander un état du jeu quand il va se connecter, et donc le jeu, normalement, va s'instancier, etc., etc. Et ensuite, pour éviter d'envoyer tout le temps des mises à jour d'état du jeu, on va envoyer les événements au client quand c'est nécessaire d'envoyer un événement au client. Du type, telle entité s'est déplacée à tel endroit, etc. Et donc après, lui, le client va implémenter le déplacement, visuellement, s'il y a besoin, en fait. Mais par contre, le maître de la loupe, grosso modo, pour moi, c'est le serveur. C'est le serveur qui fait foi sur les événements du jeu, tout en sachant que c'est le jeu qui a... en plus, nous, ça va être un peu moins temps réel. Justement, c'est pour répondre à ta question, c'est ce que j'avais en tête. On est sur du tactical RPG, donc on est sur du tour par tour, grosso modo. Mais j'ai envie de m'imaginer demain qu'est-ce qui se passerait... parce qu'en fait, j'aurais envie... parce que vu qu'on va avoir un système de tournoi, il faut pas que les sessions de jeu durent indéfiniment. Donc on va avoir à la fois du jeu au tour par tour, mais en même temps, j'aimerais bien mettre en place un système d'échecs, un système de timer comme aux échecs, où en fait, chaque joueur a un temps d'action maximal avant désactivation de son robot, grosso modo, qui enclencherait le forfait. C'est-à-dire, tu as 5 minutes de jeu, chacun a 5 minutes de jeu, ce qui fait que la session de jeu durerait maximum 10 minutes pour toutes les instances de combat. Ce qui forcerait justement à gagner le combat vite, hein, parce que sinon, si t'attends 10 ans, on veut pas rentrer dans le DBZ, tu sais, dans le tournoi DBZ, je crois qu'à un moment, dans un épisode de DBZ, t'as un tournoi et les mecs, à un moment, ils font durer le combat pendant 10 ans, quoi. Enfin, je sais plus, mais à un moment, tu sais, ça se fait chier... ça se fait chier pendant 10 ans, et donc t'as les autres joueurs qui sont en mode... Enfin, les autres combattants qui sont en mode... fait chier, quoi. Bah, je pense qu'il y aura de ça. Je pense qu'il y aura à la fois du temps... Je vois ce que tu veux dire, Zizou. Il y aura en même temps peut-être une game loop côté client et une game loop côté serveur. Il faudra peut-être faire de la... comment on pourrait dire ça ? Tu vas vouloir faire un espèce de compromis entre ce qui se passe côté client et côté serveur. Mais ça, c'est carrément chiant quand tu fais surtout du temps réel. C'est quand tu fais le temps réel où ça casse les couilles. Et où il se passe plein d'événements dans tous les sens. Du temps réel multijoueur. Du temps réel multijoueur avec de la latence. Là, ça va casser les couilles.
Mais là en l'état, je pense que ça va le faire. Et je dis ça, je suis totalement dans l'inconnu, hein. Donc c'est pareil. Tout ce que je dis là, il faut le prendre avec des pincettes, je suis pas du tout expert. Donc là, il nous dit il nous demande en fait au niveau du jeu d'enclencher la méthode update au démarrage. Ok, si tu veux. Si tu veux. Tac. Je suis bien au niveau de game. C'est bizarre par rapport à son... Je me souviens plus. Alors, quel est le problème? Ok, ça n'a pas copié le message d'erreur. Voilà. Alors... Ah d'accord. Ouais, merci. Ça c'est bon. Et cake. Mais je pense qu'il y aura des mécanismes de réconciliation qui sont nécessaires. Je prends des, tu sais, par exemple tu prends des FPS en multijoueur. T'as un mec qui se trouve en France, un autre qui se trouve en Espagne, le serveur est en Allemagne. Grosso modo, t'as minimum du 200 millisecondes de latence chacun. Et t'en as un qui veut sniper le joueur alors que l'autre joueur décide de se déplacer. Tu sens qu'il va y avoir un truc, quoi. Tu sens qu'il va se passer quelque chose. Ça c'est bon, bah, c'est tout ce qu'il dit. Ok, donc là on partirait sur la partie numéro 2 de la game loop. Voilà. Là pour le moment la game loop elle fait que quick. La seule chose que fait la game loop c'est qu'elle appelle update, et update va mettre à jour tous les composants de l'entité. Et après, au niveau de chaque composant, on a update. En fait, le but, c'est de fournir à chaque composant update avec du delta time. Et donc après, chaque composant va pouvoir faire quelque chose avec ça. Je vois, il est quelle heure là? Il va être 13h. Je suis pas allé manger. En tout cas, super discussion. Ça fait plaisir. On fait la pause. On fait la pause déj. Les mecs, vous êtes déjà peut-être vous-même en pause-déj, mais moi je vais la faire. En tout cas, c'était cool. Pour YouTube, des bisous, à plus.